Merci à vous tous d'être venus si nombreux écouter le professeur Meunier, ce qui dénote à la fois l'intérêt pour la pathologie et la recherche, et en même temps la reconnaissance de la personnalité de Madame Meunier. Lui laisser la parole pour tout d'abord qu'elle se présente, et après, dans un premier temps, nous évoquerons l'organisme dont elle s'occupe toujours et dont elle a été directeur général pendant si longtemps, afin qu'elle nous expose un peu son fonctionnement. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous et de vous parler du sujet qui a fait l'objet de mes occupations professionnelles pendant 40 ans, c'est-à-dire comment améliorer le sort, la vie, la qualité de vie des malades atteints de cancer. J'ai dédié toute ma vie professionnelle à cette problématique. Je suis belge, je suis médecin, cancérologue. J'ai travaillé au Sloan Kettering Cancer Center à New York pendant 2 ans où j'ai fait ma thèse d'agrégation. Et puis je suis rentrée à l'Institut Bordet, qui est le Cancer Center de Bruxelles, pour être clinicienne, chef de clinique, où je m'occupais essentiellement des complications infectieuses des malades leucémiques atteints de déficit immunitaire en raison de la chimiothérapie. Et il fallait essayer de contrecarrer ce déficit immunitaire parce que ce que beaucoup de public ne sait pas, c'est que les malades leucémiques en général ne meurent pas en raison de leur leucémie, mais en raison de complications infectieuses, de septicémie bactérienne ou fongique. Et mon domaine de prédilection de recherche personnelle était les infections fongiques chez le malade immunodéprimé. Jusqu'en 1991, où le fondateur de l'EORTC, ça s'appelle European Organization for Research and Treatment of Cancer, m'a demandé si je ne voulais pas devenir directeur de l'EORTC. Ce que j'ai accepté avec la plus grande joie, après un processus de sélection, et donc d'abandonner et ma clinique et mon laboratoire pour devenir ce que j'appelle un manager de recherche d'une organisation unique en Europe dont j'ai été directeur général pendant presque 25 ans. Je vais vous expliquer, en fin de carrière, le conseil d'administration n'avait pas envie de me voir partir compte tenu de tout ce que j'ai fait pendant 25 ans pour cette organisation et j'ai dit que je voulais bien continuer à travailler, mais pour des problématiques qui m'intéressent plus particulièrement, c'est-à-dire cancer survivorship. Aujourd'hui, le diagnostic de cancer n'est plus une sentence de mort. On guérit les enfants leucémiques, on guérit le cancer du sein, on guérit les maladies de Hodgkin, on guérit le cancer du testicule, plus de 90%, Lance Armstrong. Mais ces malades sont stigmatisés et sont pénalisés, sont discriminés une deuxième fois parce que, aux yeux de la société, des CEO de grandes compagnies, des banques, des assurances, ils ont des difficultés pour avoir des prêts hypothécaires, des assurances vie, des assurances groupes, etc. Et donc, j'ai créé un groupe de travail sur Cancer Survivorship pour sensibiliser la société à toute cette problématique de qualité de vie et de discrimination. Et c'est comme ça qu'il y aura à Bruxelles le 31 mars et le 1er avril un Second EORTC Cancer Survivorship Summit pour adresser cette problématique. Il a accepté d'une part de donner son patronage à la conférence au sommet des 2 jours, mais aussi de venir pour un dîner de gala de fundraising qui aura lieu au Palais d'Egmont, qui est un endroit extrêmement prestigieux à Bruxelles, où on reçoit tous les chefs d'État, les grands dîners, etc. Et où on fera un dîner de gala de fundraising en présence du prince le 31 mars à Bruxelles au Palais d'Egmont. De progrès au cours des derniers 40 ans, on comprend beaucoup mieux la problématique de ce qu'est une cellule qui a un cancer, pourquoi une cellule devient cancéreuse. C'est une altération génétique. Génétique ne veut pas dire héréditaire. Il y a seulement 5% de cancers qui sont des cancers héréditaires, mais le cancer, ce sont une succession d'altérations, de modifications génétiques de nos cellules, soit par le soleil, par le tabac, par l'alcool, par l'asbeste, par le benzène, par toutes sortes par l'âge, parce que simplement le processus de vieillissement fait que nous ne réparons pas nos mutations à l'échelle cellulaire, et que donc une de nos cellules, alors que chacune de nos cellules qui se multiplient est programmée pour mourir et pour
rentrer dans ce qu'on appelle une apoptose. Le cancer, c'est une de nos cellules qui ne meurt pas et qui a trouvé le truc de l'immortalité. Philosophiquement, c'est super intéressant parce que nous rêvons peut-être tous l'immortalité et en fait, si on développe un cancer, c'est une de nos cellules qui, elle, n'entre pas en apoptose alors qu'elle a subi différentes mutations et altérations génétiques et devient immortelle. Compte tenu de tous ces progrès de la recherche fondamentale, il faut les mettre en pratique. Je suis à la base une clinicienne et donc l'impact qu'on a directement sur les malades, au lit du malade, quand on annonce à un malade un diagnostic de cancer est extrêmement important, peu importe tous les résultats de la recherche fondamentale. Comme je dis toujours, quand on a guéri une souris, on n'a strictement rien fait pour le malade qu'on a en face de soi. Qu'est-ce que c'est l'étape ultime pour que vous ayez un médicament accessible à la pharmacie? Il faut passer par des essais cliniques, l'expérimentation humaine, la recherche clinique. Il s'agit de traiter des malades qui, pour des raisons éthiques, doivent toujours avoir le meilleur traitement pour eux à ce moment-là. Donc, faire une recherche clinique nécessite toute une batterie de mesures éthiques, réglementaires, etc., dont je vais vous parler. Je n'ai pas peur de dire, c'est la seule organisation européenne qui a pour but d'effectuer des essais cliniques en cancérologie, tout type de cancer confondu, parce qu'il y a beaucoup de groupes nationaux qui se font soit le cancer du sein, soit le cancer du larynx, ou les cancers de prostate, etc. Mais tout cancer confondu à travers toute l'Europe, l'EORTC est la seule organisation qui a cette possibilité et cette infrastructure de recherche permettant aux médecins de faire ceci. Donc je vais vous donner un petit peu de perspective historique. Je suis une Européenne convaincue, c'est difficile actuellement dans tout ce climat d'euroscepticisme et de discussion, de Brexit, de nationalisme, de repli sur soi, de fermeture des frontières. C'est consternant, c'est dramatique pour l'Europe. Et j'aime bien mettre en parallèle la création, la formation, l'esprit européen des Golden 60s, le traité de Rome en 58, Spaak, Monnet, Schuman, qui étaient vraiment des visionnaires. Et je dis toujours aux rhétoriciens, donc en fin d'humanité, de collège ou d'Athénée, de lycée, chaque citoyen devrait lire et relire les mémoires de Jean Monnet. C'est un livre exceptionnel qui explique vraiment cette persistance, cette volonté de créer une Europe. C'est un modèle. Je trouve que c'est extraordinaire. Et donc, vous voyez, en 1949, création de NATO, la CECA, la Communauté économique du charbon et de l'acier, en 1952, et pour arriver en 1993-93 à l'Union européenne. Et en parallèle à ça, vous aviez des cancérologues à qui on n'a rien demandé. Ce n'est pas une organisation qui a été créée par des gouvernements, par des décisions publiques. C'est un groupe de cancérologues, dont Georges Maté, à Villejuif, qui est d'ailleurs le monsieur qui a fait pour la première fois au monde, et ça montre encore une fois l'importance de l'Europe qui a été visionnaire, des greffes de moelle chez des ingénieurs qui avaient été irradiés en Yougoslavie. Donc c'est à Paris, c'est à Villejuif, c'est en Europe que des visionnaires européens se sont dit, avec Henri Tagnon qui était à l'Institut Bordel, le centre du cancer, l'équivalent de Villejuif mais à Bruxelles, et Veronesi à Milan, Garattini, Van Beckom en Hollande, ils se sont dit, si en Europe on veut créer un momentum de lutte contre le cancer, c'était un peu en parallèle avec la grande enthousiasme des États-Unis, du National Cancer Institute, etc., de faire des essais collaboratifs. C'était en fait le tout début de la chimiothérapie. Peu de gens savent ça, mais la chimiothérapie, ça résulte, les premiers essais, les premières chimiothérapies, l'hypérite azotée, c'est le gaz moutarde. C'est en fait l'utilisation d'un gaz toxique utilisé pendant la Première Guerre mondiale. Il est resté dans les oubliettes. On l'a réutilisé à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis là, on s'est rendu compte que ça faisait chuter les globules blancs. Et des cancérologues se sont dit, mais si ça fait chuter les globules blancs, ça peut peut-être être actif en leucémie. Donc la chimiothérapie, c'est quelque chose de très récent. Les premiers essais ont été faits en 55, 56, 57. Créer une organisation pour coordonner, pour effectuer ces recherches cliniques en Europe, tous ensemble.
Au début, certaines études étaient réalisées avec les bases de données à Villejuif, d'autres à Bruxelles, à l'Institut Bordet, etc. Moi, j'ai été diplômée en 1974, donc j'ai été élevée au biberon dans l'esprit collaboration européenne et ORTC, puisqu'à ce moment-là, je faisais ma spécialité en cancérologie avant de partir à New York. Et vous voyez la progression. En fait, ça a été un groupe, le GEK, un peu en parallèle avec la CEK, Groupe européen de chimiothérapie anticancéreuse. C'était francophone. Ça a été créé par Mathé et Tagnon, Véronesi qui parle français. Et en 62, donc nous existons depuis 1962, c'était un groupe francophone. Les Anglais sont arrivés en 68 et alors on a changé le nom de l'organisation de GEK en EORTC, European Organization for Research and Treatment of Cancer. Les Américains, pendant ce temps-là, il y avait le Nixon Act en 72-73. Et ils se sont dit, oui, mais qu'est-ce qu'ils font ces petits Européens? Donc, ils ont créé le seul NCI Liaison Office à Bruxelles, dans nos offices, parce que nous sommes une association internationale sous la loi belge. De nouveau, un peu la même chose que le pendant des communautés européennes, par les grands pays, par l'Allemagne, par l'Angleterre, par la France. Donc, la Belgique, comme disait M. Tagnon, small irrelevant country. Les institutions européennes sont à Bruxelles, le RTC est à Bruxelles, on n'a rien à voir, on n'est pas financé par la Commission, on est privé indépendant. Mais bon, c'était un terrain neutre qui satisfaisait tout le monde, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Bruxelles. Et donc, on a eu un NCI, Liaison Office, pour coordonner, discuter, essayer de faire des choses en transatlantique, et c'est de plus en plus important. Je vous expliquerai dans la suite pourquoi, avec la médecine de précision, la médecine personnalisée, etc. Mais cette organisation a commencé à grandir, à faire des essais depuis 62 jusqu'en 74. Et en 74, Henri Tagnon a proposé de faire une infrastructure de recherche, donc un quartier général à Bruxelles, à l'Institut Bordet, et c'était simplement l'année où moi je suis arrivée en clinique. Donc ceci explique cela, j'ai été vraiment à l'initiative du quartier général à Bruxelles pour justement collecter les données de tous ces patients et de toutes ces institutions. Ça c'est la genèse. Les ORTC, c'est donc deux composantes. Si vous voulez, un réseau. Je me demande s'il n'y en a pas une qui a sauté. Voilà. Un réseau de 600 institutions, donc 600 hôpitaux universitaires en Europe qui veulent travailler volontairement ensemble, personne ne leur demande, ce sont des médecins, oncologues, chirurgiens, radiothérapeutes, chimiothérapeutes qui ont envie de travailler ensemble sur une question. Quelle est la question? Exemple. Est-ce qu'on irradie la prostate? Est-ce qu'on enlève la prostate? Ou est-ce qu'on ne fait rien parce que le malade va mourir d'autre chose avant? Est-ce qu'on enlève le larynx ou est-ce qu'on irradie le larynx? Ce sont des questions de recherche académique, donc on monte un essai clinique pour répondre à la question. Pour ça, il faut des médecins dans ces 600 hôpitaux qui ont envie de répondre à la question, de dire à leurs malades, voilà, vous avez tel cancer. Aujourd'hui, on ne connaît pas la meilleure approche. La seule façon de répondre à la question, c'est de faire un essai clinique solide, international, qui répondra à la question et qui établira des nouveaux standards de traitement. Ça, c'est une partie de la recherche clinique en cancérologie. Une autre partie qui est tout aussi, et qui est la recherche indépendante académique, qui n'a jamais reçu un seul financement de l'industrie pharmaceutique, parce qu'il n'y a pas le but d'enregistrer ni de commercialiser un médicament. À côté de ça, les ORTC fait aussi des recherches en développement de nouvelles molécules en partenariat, c'est ce qu'on appelle les PPP, Public-Private Partnership, avec l'industrie pharmaceutique, mais dans certains critères stricts d'indépendance où tous les protocoles sont revus par un comité d'experts qui en général chez nous sont des Canadiens parce qu'ils sont indépendants des États-Unis, indépendants de l'Europe, donc ils sont vraiment des experts indépendants et qui disent oui, l'EORTC peut mettre son cachet, son nom, son label sur cette étude à condition que les bases de données soient chez nous, que l'analyse statistique soit faite par notre staff et qu'on ait le droit de publier quels que soient les résultats, y compris des résultats négatifs.
Dans ce cadre-là, réglementaire, il n'y a pas de problème à faire des études en partenariat avec l'industrie pharmaceutique. De toute façon, c'est de plus en plus essentiel parce que, et ça c'est une bonne nouvelle, il y a aujourd'hui 771 molécules contre le cancer en cours d'évaluation. L'industrie est dépassée, n'a pas les ressources pour étudier comment combiner tout ceci. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir avoir ces partenariats et de voir comment on va pouvoir évaluer toutes ces molécules. Il y a énormément d'espoir et de potentiel. Tout ça, la résultante de la recherche fondamentale qui a permis de comprendre ce que je vous ai expliqué, ce qui se passe à l'échelle cellulaire quand elle devient immortelle, et donc de créer des cibles et des voies d'attaque de ces molécules au niveau des caractéristiques génétiques et moléculaires de chaque tumeur, de chaque patient. 1000 patients qui ont accepté de participer aux études menées de l'EORTC, et vous voyez, menées par l'EORTC, et vous voyez que 84% sont des patients originaires de l'Union européenne, dont la France est évidemment un gros pourvoyeur. On a pourtant une collaboration avec tous les centres de lutte contre le cancer, français, mais aussi des CHU, et les autres pays. Cette collaboration internationale est importante si on veut avoir des résultats rapides. Et d'autant plus avec ce qu'on appelle, et j'en reviens à ce concept de médecine de précision, parce qu'aujourd'hui, grâce à l'analyse de ce qu'on appelle dans les biobanques, l'analyse génétique de votre patrimoine à vous, mais surtout de votre tumeur, puisqu'on sait que ce sont les résultantes de mutations. Donc, là, il est essentiel, quand on a un cancer, d'essayer de voir quelles sont les mutations pour pouvoir donner les traitements les plus adaptés à la mutation du malade. Et on sait aujourd'hui que ce qu'on croyait être relativement simple, on a trouvé une mutation, on va créer un magic bullet et cibler cette mutation et tuer la cellule. Eh bien non, ça n'est pas aussi simple parce que la cellule est maligne au sens malin du terme. Quand on dit c'est bénin ou c'est malin, mais une cellule est vraiment maligne et arrive à court-circuiter. Donc aujourd'hui, alors qu'il y a 5 ans, on se disait, ah oui, médecine ciblée, médecine personnalisée, ça va être relativement facile, on va vaincre le cancer. Il faut oublier ce mot, on ne va pas vaincre le cancer. On va vivre de plus en plus longtemps, chroniquement, ça va devenir une maladie chronique, bien, avec une bonne qualité de vie, mais espérer éradiquer le cancer, ça c'est trompeur pour la population, parce que notamment, simplement dû au vieillissement, il va y en avoir de plus en plus. Et les cellules sont vraiment malignes et créent des mécanismes de résistance et de tolérance. Donc, avec ces plus de 700 molécules, les combinaisons, essayer de trouver la bonne façon d'éradiquer les cellules, c'est de plus en plus complexe. Et on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas un cancer du sein, mais peut-être 10 sous-groupes de cancer du sein. Et que donc la tumeur de Madame X n'est pas du tout la tumeur de Madame Y. La même chose pour le poumon, la même chose pour la prostate. Et donc il est essentiel de faire des biopsies, d'aller dans des biobanques, de faire des analyses génétiques et bien d'adapter le traitement personnalisé. C'est une approche d'envergure extraordinairement lourde, difficile, complexe, chère, etc. Mais ce sera la seule façon de consolider tous les progrès de la recherche fondamentale qu'on a effectués. Et donc là, je reviens, je vous ai donné toutes ces explications, c'est une parenthèse, pour dire pourquoi c'est si important de faire une coopération internationale. Parce que même dans une tumeur qui est soi-disant fréquente, comme le cancer du sein, s'il y a 10 sous-groupes, même un grand pays, comme la France ou l'Allemagne, etc., si elle veut vraiment faire des études sur 3000, 4000 malades, avec ce sous-groupe A, B, C ou D, ça prend beaucoup de temps pour recruter les malades. Il faut faire un screening peut-être de 1000 malades pour avoir les 80 qui ont la bonne mutation pour laquelle le médicament est la cible. Donc il faut vraiment faire des études et des coopérations internationales si on veut progresser rapidement. Ou alors, les résultats sont obsolètes quand vous les obtenez parce que la durée de recrutement des patients est beaucoup trop longue. Donc, c'est un plaidoyer pour la coopération internationale, particulièrement maintenant important dans le cadre de développement de médecine personnalisée, aussi sophistiquée que les recherches fondamentales nous ont permis d'envisager. Content de l'EORTC,
c'était au moment de la crise économique, etc. Et les couvertures du Time Magazine, c'était ceci. The Decline and Fall of Europe, ça n'avait rien à voir avec la cancérologie ni avec la recherche. The End of Europe. Mais j'ai voulu secouer un petit peu tout notre réseau et les décideurs aussi pour dire l'Europe a été pionnier. L'Europe n'a rien à envier aux États-Unis. On ne joue pas dans la même cour de récréation. Le budget du National Cancer Institute est 6 milliards de dollars. Notre budget à nous est de 20 millions d'euros. Donc vous voyez qu'on ne joue pas du tout. Mais quand les Américains viennent nous auditer et viennent voir ce qu'on fait, ils ouvrent des yeux comme ça parce qu'ils se disent qu'avec un shoestring, on fait des miracles. C'est vrai que l'efficacité, si vous voulez, de la recherche bien coordonnée en Europe coûte nettement moins cher. Donc il faut faire tout ce qu'on peut pour maintenir l'Europe sur la carte et c'est tout ça dans ce plaidoyer de coopération européenne. Alors, on est en Europe, l'Europe crée des directives, les directives doivent être implémentées par les États membres, comme toujours, et c'est vrai pour n'importe quelle directive, juridique, économique, médicale ou légale. Chaque État membre y met sa petite couche et sa petite dose, et résultat, les comités d'éthique sont nationaux, et donc ils rajoutent aussi une complexité. Quant à un médecin qui a l'honnêteté intellectuelle et la rigueur scientifique de dire à un malade, vous avez un cancer, honnêtement, on ne connaît pas le meilleur traitement, il y a deux approches, il y a une étude clinique, on peut vous inclure dans une étude clinique. Le malade, selon toutes les législations, doit donner un consentement éclairé, informé et signer un document. Ce document est revu par les comités d'éthique. C'est toujours fait. J'ai revu 285 protocoles d'études qui ont été faits par les ORTC depuis les années 90. Ceci n'est pas une anecdote, c'est 285 études différentes. Dans les années 95, la médiane, ça veut dire 50% au-dessus, 50% en dessous, de longueur de documents qu'un patient devait lire, comprendre, approuver, signer, était de 3 pages. Après 2000, la longueur que le patient de document est de 13 pages. Moi, je trouve ça difficile et inéthique de dire à un malade sur son lit, avant d'être dans une étude clinique et d'avoir accès à un traitement, vous devez lire, comprendre, digérer un jargon où on se demande si on protège les patients ou soit les chercheurs, de 13 pages. Ça, c'est une résultante de complexité. Et alors, chaque hôpital a ses règles. Et donc, vous imaginez que moi, quand je suis promoteur d'une étude, et de nombreuses études, dans chaque institution, il faut adapter, traduire dans toutes les langues, des documents où chacun y met sa petite dose et sa petite couche. C'est très compliqué et c'est un petit peu aussi pour ça qu'il faut essayer de réfléchir aux impacts et aux conséquences qui finalement démotivent les médecins parce que ça prend un temps d'expliquer ça à un malade. Vous ne voyez pas 20 malades sur une consultation l'après-midi en disant je vous vois, je vous traite, je vous mets dans une étude clinique. Expliquer tout ça à un malade prend 2 heures. Le malade va poser beaucoup de questions. Les directeurs des hôpitaux, ils ont aussi les budgets. Ils ont envie d'avoir une rentabilité de leur hôpital. Et il n'y a pas nécessairement beaucoup d'incentives à ce que les médecins prennent tout ce temps pour expliquer aux malades. Donc, il y a aussi des challenges là sur promouvoir des unités de recherche dans les hôpitaux, donner des infirmières qui peuvent expliquer aux malades, qui peuvent collecter les données, etc. Donc, toute cette recherche clinique sophistiquée de haut niveau international a un coût. Et il faut bien se rendre compte que cette recherche a un coût. Vous avez la vie privée, Data Protection. Vous avez la Clinical Trial Regulation, c'est la directive qui a été basée sur la loi Hurier en France du sénateur Hurier, qui a été implémentée à l'échelle européenne. Vous avez l'in vitro diagnostic directive, ça c'est pour les tests de laboratoire, les marqueurs, etc. Où il y a aussi une directive européenne pour laquelle chaque État membre doit être compliant. Vous avez les medical devices, ce sont les cathéters, les
ustensiles, etc. Cross-border directive, c'est pour un malade s'il veut aller d'un pays à l'autre, comment on règle tout ça, etc. Les professional codes, les obligations des médecins, des chirurgiens, des pathologistes, etc. Et puis vous multipliez, non seulement il faut être compliant aux implémentations de la directive européenne ou de la regulation, mais multiplié par 28 États membres. Ça, c'est le contexte légal aujourd'hui de conduire des recherches cliniques en Europe. Et c'est comme ça que je dis Keep Europe on the map, parce que on a réussi à faire changer la Clinical Trial Directive en une Clinical Trial Regulation, où il y aura moins d'adaptation par les États membres, mais elle ne sera en application qu'en 2018. Donc elle avait été votée en 2014, il faudra attendre 2018 pour la mise en pratique. Donc mes leitmotifs, c'est Streamline, Simplify, Harmonize, si on veut garder l'Europe sur la carte. Et de nouveau, on a joué un rôle important, donc je crois que c'est essentiel d'essayer de simplifier tous ces aspects réglementaires qui coûtent extrêmement cher, et qui n'améliore pas nécessairement ni la qualité des soins, ni la qualité de la recherche. Si on est vraiment honnête, je vous ai montré ces données, ça c'est facts and figures, avec la longueur du document assigné par le patient. Je ne crois honnêtement pas et sincèrement qu'on a fait de la mauvaise médecine et de la mauvaise recherche dans les années 90. Pas du tout. Donc c'est plutôt tous ces aspects réglementaires qui ont compliqué, multiplié les coûts, et ça a été une de mes plus grandes satisfactions professionnelles, parce que nous avions crié sur tous les toits en 2004, quand la directive Clinical Trials a été signée par le Parlement européen, que ça allait être une catastrophe, notamment pour la recherche académique, donc non sponsorisée par l'industrie. Ça a aussi été un impact important pour l'industrie. Mais l'industrie, ils ont des bureaux dans chaque pays. Donc, si Novartis fait une étude dans 7 pays, ils ont un bureau Novartis dans 7 pays qui fait les règles selon le pays. Mais une institution de recherche académique comme nous, qui n'avons pas de bureau dans tous les pays, donc on doit gérer à partir de Bruxelles tous ces aspects réglementaires de tous les pays. Et quand cette Clinical Trial Directive a été changée en une Regulation en 2014, dans les préambules, c'est ça qui m'a fait le plus plaisir, c'est que la Commission a reconnu qu'il y avait une chute de 25% d'essais cliniques en Europe, tant dans l'industrie que dans le monde académique. Ça, c'est quand même important. Donc, on a gagné une bataille. C'est une directive qui a été changée en 10 ans. C'est probablement la seule directive qui a été changée aussi vite. 10 ans, parce qu'ils se sont rendus compte, on était en train de perdre un terrain extraordinaire en recherche clinique en Europe. Depuis 1990, vous voyez, tant chez les hommes que chez les femmes, que la mortalité liée au cancer diminue. On avance, on fait des progrès. On a fait des progrès fantastiques au cours des dernières années. Je vous ai dit, on ne va pas vaincre le cancer, on ne va pas éradiquer le cancer. Il y en aura de plus en plus. L'incidence va augmenter parce qu'on vieillit et qu'on est un peu victime de nos succès. On meurt moins de pneumonie, d'accidents de moto, de tuberculose, d'infarctus, de rougeole, de tétanos. Et donc, les cellules vieillissent et on développera de plus en plus de cancers. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations là-dessus, je suis membre de l'Académie de médecine de Belgique et vice-présidente de la Fédération des académies de médecine européenne. J'ai écrit un petit livre sur les défis et l'opportunité de la recherche en Europe. J'explique un petit peu tout ça dans ce livre qui vous a été remis. Qui sont les banquiers et les assureurs pour dire à 7, 8, 10 ans, ah ben non, votre prime elle est montée. Il y a quand même quelque chose là qui ne va pas. Avec les registres nationaux, et donc voir effectivement le suivi à long terme des malades, parce que ce que les assureurs me disent, je suis venu voir le directeur de Cardiff à Paris, tous les grands assureurs, ils n'ont pas envie, et eux c'est le risque, il y a une prime de risque, etc. Ils n'ont pas envie ni de venir parler, ni d'écouter ce qu'on dit. Alors ce qu'ils disent, c'est donnez-nous les chiffres. Alors là j'ai dit ok, on va engager le personnel, discuter avec les registres, collecter les données, mais là, on est confronté data protection, data privacy, long terme, etc. Donc c'est aussi difficile, mais on le fait et ça prendra le temps que ça prendra. Mais ce qu'il faut, c'est leur montrer les chiffres à l'appui, parce qu'en fait, ils se basent maintenant sur les statistiques d'il y a 10 ans, ce qui ne sont plus les statistiques aujourd'hui. Tout ça prend un temps fou et de l'argent, mais il faut y croire pour y arriver.
Voilà, alors, si vous êtes content, je vais finir là-dessus en se disant qu'il faut regarder les choses en perspective. Je vous ai montré la première slide avec la création de l'Europe, Monnet, Bordet, Tagnon, etc. Mais il faut aussi se souvenir qu'en 1909, Blériot a traversé la Manche avec un petit coucou. Et 60 ans après, en 1969, l'homme était sur la Lune. Kennedy a dit en 62, j'aime bien cette image parce que 62 c'est la création de l'EORTC. We go to the moon. En 69, il était on the moon. Donc, mais qui aurait pu imaginer en 1909 que l'homme serait un jour sur la Lune? Alors, moi je ne sais pas comment imaginer ce que sera la cancérologie dans 60 ans. Merci. Merci beaucoup. Je ne vais pas occuper le micro, mais je pense que la salle a de nombreuses questions à vous poser. Je ne vais pas vous faire une consultation, mais il y a des recommandations officielles pour les femmes, pour les mammographies, pour le col utérin. Mais on ne peut pas vous couper en morceaux et faire des scanners tous les mois. Donc on ne peut pas faire une colonoscopie pour une femme. Une mammographie, une colonoscopie à partir de 60 ans. Pas la colonoscopie tous les ans, on en fait une et puis on voit en fonction, vous avez des polypes, pas de polypes, à quelle fréquence on la refait. Mais on peut, le gynéco, ça oui, mais on ne peut pas tout prévoir. Un examen de la peau pour les taches mélanome annuelles, se faire montrer le cuir chevelu, les plans de pied, oui. Excusez-moi, il y a un dépistage pour le pancréas, existe-t-il? Non. Merci.